Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de Droit de réponse. Droit de réponse qui se veut le thermomètre de l'actualité de la semaine telle que perçue dans les journaux parus tout au long de cette semaine. Eh bien, il faut dire que les journaux ont marqué un temps d'arrêt sur les 33 ans de règne de Paul Biya. L'anniversaire de l'accession à la magistrature suprême du président actuel du Cameroun a été traité de fond en comble dans les journaux parus tout le long de cette semaine. Certains se sont même permis de faire le bilan du renouveau et nous reviendrons sur ce bilan, mais également en nous projetant sur l'avenir du Cameroun après Paul Biya. Une autre actualité, non des moindres, qui a été traitée par la presse cette semaine, il s'agit de l'opération Épervier, mais avec un arrêt majeur sur le cas Essimi Meigné. L'ancien ministre de l'Agriculture et du Développement rural n'a pas que de soucis de santé en ce moment, ils sont également d'ordre judiciaire. Enfin, la dernière halte de droit de réponse sera donc observée sur l'actualité dans la tanière des Lions indomptables avec un nouveau staff sur le banc de touche de l'équipe fanion de football du Cameroun, chapeauté par Alexandre Belinga, qui a d'ailleurs annoncé les couleurs lors de sa toute première sortie médiatique. Eh bien, le technicien camerounais dit être venu mettre un terme au désordre que l'on a longtemps observé dans la tanière des Lions indomptables. Voilà donc les trois sujets retenus dans le cadre de cette édition de droit de réponse livraison du 8 novembre 2015. Merci d'être nombreux. Eh bien, les invités, les 3 des 4 invités qu'on attendait sont déjà là avec nous. Mais avant de faire ample connaissance avec ce panel, je vous propose de nous rendre dans les kiosques pour voir comment toute cette actualité a été traitée par la presse cette semaine. C'est dans cette revue de presse que signe Éric Martial Ndiombo. Bonjour. Bonjour Étienne, bonjour à tous les téléspectateurs de Droit de réponse. Vous avez parlé des 33 ans du renouveau, largement déballé cette semaine dans les colonnes des journaux avec donc ces 33 ans de magistrature qui sont retrouvés quasiment dans différents quotidiens et différentes publications, notamment en fin de semaine des 33 ans donc de magistrature suprême, avec à côté aussi des interrogations sur le renouvellement des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et c'est le Messager, notamment dans sa publication du 4 novembre 2015, le journal Le Messager, qui parle donc du RDPC, le temps des manœuvres qui est arrivé. Le Messager qui plonge ses lecteurs dans la situation dans plusieurs régions, avec notamment le centre et Gilbert Timiévouna qui tente de positionner son épouse, le littoral et les démissions qui freinent les élections, le nord-ouest et les convoitises effrénées à différents postes. Le Messager qui conclut donc autour de cette question du renouvellement des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais en disant que tout ceci se passe donc au rythme des trafics et du clanisme. Le Messager qui relève notamment donc un certain nombre de cas avec tout ce qu'il y a comme argent qui coule autour de ce renouvellement. La nouvelle expression relativement à cette actualité cette semaine aussi nous parle de ses clients de l'opération Épervier qui cherchent refuge derrière cette opération de renouvellement des organes de base du RDPC. La nouvelle expression qui nous fait savoir que certains justiciables ou certains cadres du RDPC qui ont des ennuis judiciaires tentent à coups d'argent de se cacher sous le parapluie du RDPC, ceci au travers de cette opération de renouvellement. Puisque nous parlons d'opération Épervier, il faut dire que cette semaine, la presse s'est largement étendue sur cette opération et notamment le cas Essimi Meigné avec notamment Ouest Littoral qui fait savoir que la mafia d'Essimi Meigné et de son clan est mise à nu. En tout cas, le journal tente de mettre cette mafia à nu avec pas mal de milliards détournés. Le journal qui cite des noms des personnalités telles Dominique Strauss-Kahn, Jérôme Menduga, Tangana Mebara, Eugène Yambal, Kamen Foumou, Ababa, Christophe Sielenou et Michel Foutso, qui citent aussi des institutions telles la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la COBAC, la BEAC, pour remonter donc la filière des responsabilités dans cette affaire Essimi Meigné, le journal qui présente donc la pente de ses responsabilités et des actes de l'ancien ministre des Finances, tout en révélant un certain nombre de complicités
qualité. Un point d'honneur est mis sur l'affaire Cofines et aussi le plan de restructuration contesté de la Banque Atlantique à hauteur de près de 10 milliards de francs CFA. L'anecdote qui a abondé dans le même sens cette semaine, l'anecdote qui parle donc de cette affaire, les affaires Amity Bank, SCT, ONCPB, ONPC, Regifercam, Camerco. L'installation des scanners au port et aéroports du Cameroun constitue donc la partie visible du iceberg dans cette affaire. Et Simi Meignier, le Messager, lui, parle de rouleau compresseur, restant donc dans l'opération Épervier, mais cette fois-ci contre une autre personnalité, la présidence de la République qui enquête, selon le Messager, sur Amatou Toumouna après l'audit sur le compte d'affectation. Le compte Supi qui est entré dans la danse cette année de gestion de Amatou Toumouna au ministère des Arts et de la Culture. Des années, selon le journal et selon un certain nombre d'informations relayées par ce journal cette année de Gabéji, un ministère que Amatou Toumouna a laissé dans l'asphyxie et la paralysie, et une dette de près de 712 millions de francs CFA. La présidence de la République a donc décidé d'enquêter sur l'usage de près de 1 milliard 96 millions de francs CFA versés dans le compte d'affectation de ce ministère, un compte qui, que rappelle le journal, avait été mis en place sous l'ère Léopold Ferdinand Oyono pour assister la culture camerounaise. Et puis, toujours autour de l'opération Épervier cette semaine, le journal Repère nous fait le bilan de 10 ans d'un jeu de massacre, selon donc le journal Repère, qui fait savoir que l'élite de certaines régions est complètement décimée. Il s'agit, selon ce journal, des régions du centre et du sud. Le journal Repère qui fait aussi savoir que des personnalités sont tout simplement jetées en pâture dans le cadre de cette opération qui a vu la mise en place d'un tribunal d'exception. Et pour conclure ce bilan, selon le journal Repère, seulement 3,5 milliards de francs CFA récupérés sur les centaines de milliards en question détournés par ces différentes personnalités jetées dans les géoles camerounaises. La Nouvelle Expression aussi a parlé d'opération Épervier cette semaine avec notamment un ancien maire du Social Democratic Front qui est au TCS, John Dangle Koumazé, l'ancien maire de Douala 4, la commune d'arrondissement, s'est présenté à la mairie s'est présenté donc à la première audience du côté du tribunal criminel spécial. Il lui a reproché quelques faits, détournement de la dotation générale de fonctionnement. On parle là de près de 37 millions de francs CFA. La vente sans droit ni qualité d'un terrain communal, et on précise que la prochaine audience est fixée pour le 18 novembre prochain. Le journal qui fait aussi savoir que dans les rangs du Social Democratic Front, c'est une première parce que c'est l'un des premiers proches de John Frondi inquiété dans le cadre donc de cette opération Épervier. John Dangle Koumazé qui, selon le journal, n'a pas que des amis au sein de son parti. Et puis on sort avec le sport et le football. Alexandre Belinga qui a pris les rênes de l'équipe nationale du Cameroun à titre intérimaire. Quelques journaux se sont appesantis sur cette information, notamment la Nouvelle Expression, qui fait savoir qu'Alexandre Belinga met ses joueurs en garde de l'entraîneur par intérim de la sélection Fagnon, qui était face à la presse mercredi dernier, a fait un certain nombre de déclarations, notamment sur le fait qu'il ne tolérait pas un certain nombre d'égos au sein de son équipe et qu'il se concentrait sur les matchs du 13 et du 17 novembre face au Niger en aller-retour qualificatif donc pour la prochaine Coupe du Monde. En tout cas, Alexandre Belinga, qui dans les colonnes de la presse semble avoir pris la pleine mesure des responsabilités qui sont désormais les siennes. Voilà, c'est tout pour la revue de la presse de cette semaine, Étienne. Merci Eric Martial Ndiobo, une revue de presse assez dense de cette actualité telle que traitée par les journaux cette semaine. Merci. Merci et bonne émission. Alors, nous allons maintenant prendre connaissance de toutes ces personnes qui vont nous accompagner au cours des 80 prochaines minutes, parce qu'on a déjà grignoté 10 l'émission du 90 minutes avec tout juste à ma gauche, Maître Emmanuel Pensi. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Un militant
convaincu et j'espère convaincant. Merci d'être là ce dimanche. À votre côté, un avocat également, maître Fidèle Doumbissi. Vous êtes le prix régional numéro 1 du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC. Bonjour et bienvenue. Bonjour Étienne et bonjour à tous les téléspectateurs de Equinox. Et c'est un plaisir pour moi de revenir sur ce plateau. Effectivement, je suis le régional du MRSC dans le littoral 1 qui correspond au département du Vouri. Et étant donné que le MRSC dans la région du littoral comme dans la région du centre a connu un découpage politique spécifique pour permettre que l'implantation se fasse rapidement et que le parti soit plus proche des Camerounais et que 2018 soit l'étape finale pour prendre le pouvoir à Itoudi. Merci, mais vous n'allez pas profiter de ce plateau pour commencer déjà votre campagne. La campagne présidentielle n'est pas encore lancée. Avec nous également sur ce plateau, Emmanuel Atangana. Bonjour. Bonjour Étienne. Bonjour dans votre nouvelle peau de rédacteur en chef délégué à la CRTV Radio. Oui, merci et merci de m'avoir invité. Bonjour à tous vos téléspectateurs. Bonjour aux autres panélistes, mes deux amis, Maître Pensi et Maître Doumbissi. J'espère qu'il ne sera pas question d'amitié. Cette voix fortement enrouillée. Hein. Merci. D'accord. J'espère qu'il ne sera pas question d'amitié tout au long de ce plateau. J'espère que le débat sera citoyen et surtout républicain. Voilà, nous attendons un quatrième invité qui n'est personne d'autre que Elibi Lobé. Il est le conseiller municipal du Social Democratic Front de Douala 5e. Il doit encore être dans les coulisses. Il va certainement nous rejoindre d'ici la fin de ce programme. Alors, je veux rester avec vous, Emmanuel Atangana. Vous avez suivi la revue de presse tout à l'heure. Est-ce que vous avez l'impression que cette presse nous a assez suffisamment renseigné sur les origines de la démission du tout premier président de la République, Amadou Ahidjo, le 4 novembre 1982? Je crois que ce n'était pas l'objet, le centre d'intérêt de la presse nationale au cours de la semaine qui vient de s'achever. Je crois que, je le dis souvent, dans la presse, il y a du bon, du moins bon et du franchement mauvais. La presse nationale, sans être juge, a fait son travail, chacun selon sa sensibilité. Chez nous, on appelle ça la ligne éditoriale. Mais d'une manière générale, la presse nationale s'est lourdement trompée sur les 33 ans du RDPC. D'abord sur cet amalgame que certains journaux ont fait entre les 33 ans du renouveau et les 33 ans du RDPC. Le RDPC est né en 85, le renouveau est arrivé en 82 avec la démission du président Ahidjo. L'autre ventre mou de la presse nationale par rapport au traitement de cette actualité, c'est le bilan qui a été fait des 33 ans du renouveau. C'est un bilan partiel, partisan. Parce qu'on s'est rendu compte, quand on lit la presse nationale sur ce sujet-là, que la grande partie de la majorité a tiré, c'est le cas de le dire, à boulet rouge sur le bilan du renouveau. Il y a du bon dans ce bilan, on aura tout à l'heure. Il y a du bon, il y a du mauvais également. Mais il fallait être juste équilibré et dire que voici ce qui a du bon, voici ce qui a de mauvais. Le deuxième Emmanuel qui est avec nous sur ce plateau, Maître Emmanuel Pensi. Je vais rester sur vous, Maître Emmanuel Pensi. Comment est-ce que vous avez, à votre niveau, apprécié l'actualité autour des 33 ans de règne du président de la République par la presse cette semaine? Oui, non, je dois dire que la presse a fait un réquisitoire quasiment. Je ne veux pas essayer de devenir le Robespierre ou le Danton, parce qu'on n'a pas fait une analyse qui soit froide, qui soit basée sur des arguments. C'est-à-dire, on est dans un monde de gens naniqués. Vous avez des gens qui vous disent que tout est noir. Mais c'est pas possible. Tout est noir au niveau de la République, rien ne marche. Moi, j'ai lu, par exemple, disons, la diatribe de Jean-Michel Nietzsche, le provincial du SDF. Franchement, quand vous lisez et que vous sortez dans la rue, vous regardez ce qui se passe et les réalisations autour du Cameroun, vous allez vous dire que c'est dans un autre monde que nous sommes. Je crois que quand on est un homme politique, on doit essayer de faire une analyse, même si elle est contrastée,
pour voir ce qu'il y a de bon et de mauvais. Et c'est ça qui entraîne la portée, en fin de compte, d'une analyse politique. Alors, quand vous faites une analyse politique en disant que rien ne marche, ceci, machin, tout est ceci, rien ne va dans ce pays, et que vous voyez quand même qu'il y a des progrès qui ont été identifiés. Quand on regarde, par exemple, au niveau de la corruption, à une époque, le Cameroun se retrouvait en dernière position selon les indices de Transparency International. On s'est rendu compte que la position du Cameroun s'est améliorée. Quand on regarde au niveau des projets structurants, on se rend compte que des barrages sont faits, qu'ils existent. Et quand on part, je dis même historiquement, de ce qui s'est passé en 82, moi, mes bras m'en tombent. Moi, je suis rentré avocat à Paris, au Cameroun, en 82. Et en 82, qu'est-ce qu'il y avait? Vous avez des hommes comme Zaradora, qui étaient gardiens de nuit, qui se retrouvaient milliardaires, multimilliardaires. Vous avez des gens qui faisaient de la fausse monnaie, qui, sur le compte d'opération du Cameroun, on se retrouvait avec énormément de fausses monnaies. Il y avait... Non, mais vous ne me laissez-moi terminer, parce que... c'est que vous abordez déjà un pan qui... Oui, j'avoue que face la presse n'a pas été à la hauteur des enjeux, parce qu'elle a peint tout en noir. Et je voudrais que sur ce point-là, qu'on puisse dire que oui, il y a eu ceci qui a été fait, non, il y a ceci qui a été mal fait, et à ce moment-là, on aura un débat qui sera un débat républicain. Maître Fidèle Djoumissi, vous également, vous êtes du même avis que les deux précédents intervenants, que la presse a loupé le coach en concernant cette actualité autour des 33 ans du renouveau ou alors de l'accession à la magistrature suprême du président de la République. Je pense que la presse a fait son travail. La presse est la sentinelle de la société et le travail que la presse a fait, même si les autres panélistes indiquent qu'elle n'a présenté que le côté négatif du bilan des 33 ans de renouveau, c'est un secret pour personne que les 33 ans du renouveau ont été catastrophique et que même s'il y a quelques réalisations qui ont été faites parce que tout n'est pas mauvais, mais il faut reconnaître que le négatif a dominé le positif et que même en mathématiques, quand nous apprenions les mathématiques, on disait plus moins, ça fait négatif. Donc le négatif a emporté sur le positif, et c'est ça qui a fait que la presse, étant le miroir de la société, a dressé le bilan qui est totalement négatif et qui montre que les Camerounais aujourd'hui ont besoin d'une nouvelle donne. Les Camerounais ont besoin d'une nouvelle force pour leur donner le bien-être. Et c'est pour ça que j'ai apprécié beaucoup l'approche de la nouvelle expression qui a parlé de 33 ans de mots et des mots. Mots avec M-O-T-S et mots avec A-U-X, c'est-à-dire pendant 33 ans, le renouveau nous a servi de la démagogie et pendant 33 ans, le renouveau a apporté des mots, a apporté du mal aux Camerounais et qu'au MRSC, dans la vision, dans le projet de société, nous avons résumé en 5 catégories. La première catégorie, c'est le mal républicain. La deuxième catégorie, c'est le mal productif. La troisième catégorie, c'est le mal éducatif. La quatrième catégorie, c'est le mal social. Et la cinquième catégorie, c'est le mal des relations que nous avons avec notre diaspora. C'est pour ça que le MRSC a trouvé des solutions à ces mots, des remèdes qu'on appelle pacte républicain, pacte vous êtes déjà en campagne, pacte social. C'est pas l'analyse de la presse, hein. Pacte républicain, pacte social, pacte économique et pacte stratégique avec la diaspora et pacte de solidarité. Donc nous avons 5 remèdes que nous allons tout au cours de ce débat déployer et montrer aux Camerounais que le MRSC avec son président national, le professeur Maurice Kamto, ont la solution à leurs problèmes. Merci Maître Fidèle Djoumissi. Je voudrais rappeler qu'il s'agit là de faire le décryptage des 33 ans du renouveau tel que traité par la presse cette semaine. Alors Emmanuel Atangana, comment est-ce que vous appréciez ce choix éditorial? La plupart des journaux qui ont choisi quand même de peindre le mauvais côté de ce renouveau. Est-ce que vous trouvez que c'est de mauvaise foi? Ce n'est pas la réalité, ce qui est contenu dans cette presse? Je crois que vous me prêtez là une expression toute rêvée. C'est la mauvaise foi tout simplement. Où est-ce que se trouve la mauvaise foi quand par exemple la mauvaise foi, c'est de ne pas respecter. La mauvaise foi, justement, c'est de ne pas respecter les principes cardinaux de notre métier. L'équilibre, c'est l'un des principes. Quand vous faites une évaluation
d'un projet de société comme celui de Renouveau, il faut quand même, Maître Penty l'a dit tout à l'heure, il faut quand même être objectif en présentant les aspects négatifs et les aspects positifs. Il y en a. Moi, je ne suis pas de mauvaise foi en refusant de reconnaître qu'il y a eu des choses que le Renouveau n'a pas pu faire pendant les 33 ans, même jusque-là avec des excuses. La première excuse, c'est que le Renouveau arrive 2 ans après. On est plongé dans une crise économique mondiale qui n'a épargné aucun pays du monde. Le Renouveau a souffert de ça. C'est pour ça que je peux concéder à ses confrères des ratés sur le plan économique, parce que la crise économique a été telle que tous les efforts du président de la République ont été annulés par cette crise économique. Mais il y a aussi des aspects positifs qu'il fallait relever dans ce bilan-là. C'est de la mauvaise foi. Et je fais aussi observer que certains confrères jouent, malheureusement, même 20 ans après les années 90, le mauvais jeu de certains partis politiques. Il faut cesser d'être les caisses de résonance de certains partis politiques. Vous voyez que mon ami Maître Noumissi fait déjà la campagne pour 2018, alors que nous sommes dans un débat télévisé sur un sujet bien précis, l'évaluation des 33 ans. Alors, Maître Penty, est-ce que ce n'est pas parce que c'est quand même 33 ans et que c'est lassant que cette presse a choisi cette ligne éditoriale, c'est-à-dire peindre en noir, c'est-à-dire parce que ça met quand même long, 33 ans. C'est pas long pour vous? Est-ce que c'est le rôle de la presse de choisir celui qui a été élu, ou bien de dire on va mettre fin à ce mandat? C'est pas le rôle de la presse. Le rôle de la presse n'est pas du tout ça. Moi, je crois que la presse se trompe en tout cas de combat, parce que la presse... La presse permet quand même de faire un certain nombre de constats. Surtout la presse, j'allais dire, du littoral, c'est-à-dire qui est un bastion d'opposition, qui pense que pour avoir son électorat, avoir les gens qui vont acheter les journaux, il faut peindre tout en noir. Ça, c'est aussi une question, j'allais dire, de stratégie et de tactique au niveau de comment faire pour atteindre le public, notre public, qui est un public de jeunes contestataires qui se trouvent dans une ville où tout bout et où tout n'est pas parfait. Ça, il faut le reconnaître, mais où il y a des efforts qui sont faits. Et la presse, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle peint tout en noir, parce qu'elle sait que ça fera plaisir à ceux qui vont acheter les journaux, et comme ça, ils vont faire plus de chiffre d'affaires. Mais je dirais que ce n'est pas ça, moi, comme ça que je dois concevoir la presse. Il y a, et mon ami Emmanuel Atrana a commencé à le dire, il faut regarder et faire une analyse sur les 33 ans. Quand les 33 ans arrivent, nous sommes le 6 novembre 82, le 6 avril en 84, il y a un coup d'État. Il y a un coup d'État qui a entraîné, en fin de compte, un changement. Le président de la République a commencé avec la rigueur et la moralisation, et il y a des gens qui n'étaient pas pour. Parce qu'en fin de compte, il y avait une oligarchie de certaines régions qui s'étaient abondamment enrichies d'une manière éhontée et sur lesquelles il allait avoir des enquêtes. Et on s'est dit qu'on va mettre un terme à la rigueur et la moralisation, ce qui fait en sorte que, c'est vrai, il y a eu, sorte comme si c'était, on s'est recroquevillé, parce qu'il fallait quand même les manettes, j'allais dire des armes, les manettes de ceux qui détenaient les positions stratégiques étaient telles qu'il fallait faire une réorganisation. Au moment où on fait la réorganisation, au point de vue historique, nous passons en 1986 où nous avons des crises diverses. Nous avons une crise mondiale, nous avons une crise asiatique, après nous allons avoir une crise des subprimes, après nous allons avoir des crises tellement multiples que le Cameroun va se retrouver sous ajustement structurel. Et quand on se retrouve à ce ajustement structurel, les gens l'oublient. Il y a eu les crises des banques. En 89, les banques ont fermé. Je le dis pourquoi? Parce que mon ami Mounissi n'était pas encore avocat, peut-être il était encore au lycée. Je sais qu'étant avocat des banques, les banques se sont retrouvées avec des garanties illusoires. Les experts avaient dit que les garanties qu'on donnait les terrains, c'était des marécages. Et on s'est retrouvé avec des banques qui ont fait faillite. Toutes les banques, vous avez la BIAO, Chase Bantan Bank, etc., SCB, toutes les banques ont fermé
on s'est retrouvé dans une situation tellement difficile qu'après ça, et les crises mondiales, le Cameroun s'est retrouvé sur l'ajustement structurel et ne pouvait non plus faire des dépenses publiques. Les gens oublient que du temps d'Ahidjo, l'argent du pétrole était dans un compte hors budget. Ça veut dire que le compte du Cameroun était un compte qui était faux au niveau du budget. Et on faisait n'importe quoi de cet argent-là. Tout le monde peint cette période comme une période bénie, alors que c'était une période où il n'y avait pas la liberté. La liberté de la communication des pièces de la presse arrive avec la loi de 90 qui nous permet à nous d'être ici, d'avoir des gens comme mon confrère Loubissi qui commencent à dire n'importe quoi sur le président. Et on va les laisser libres. Alors, sortir d'ici et on ira même manger ensemble. C'est ça la démocratie. Maître Pessi, c'est ça la liberté. Moi je souhaite quand même, pour passer la parole à Maître Fidèle Djoumissi, de poser quand même cette interrogation qu'on a eue à la une du quotidien Le Messager. Où sont passées la rigueur et la moralisation? Elles sont là. Alors, moi je vais vous dire une seule chose. Est-ce que le Messager a eu également tort de se poser cette question? Non. Il faut se poser la question. Ça, c'est une bonne question. Et la bonne question est ceci. Je vous la pose, cette question. C'est pour ça que je réponds. Vous avez répondu incidemment en disant qu'il y a un certain nombre de personnages, de camarades qui pensent que avoir une position dans les partis va leur permettre de se couvrir contre les détournements de deniers publics. Je rappelle aux gens un discours historique du président de la République, qui est un discours de Monatélé, dans lequel il a dit que nous allons rendre gorge à ceux qui ont attenté à la fortune publique, et il a commencé à le faire. Maintenant, la manière dont l'opération s'est faite dans une première phase n'a pas été conforme aux dispositions légales et législatives. On en a fait, dans certains cas, des procès politiques qui ont adulcoré l'action qui devait être faite par le gouvernement, et les choses actuellement sont reprises par le nouvel garde des Sceaux. Vous allez permettre à Maître Fidèle Djoumissi. Et je pense que ça se passe beaucoup mieux que par le passé. Alors, vous avez l'impression, Maître Fidèle Djoumissi, qu'il y a toujours la rigueur, il y a la moralisation, 33 ans plus tard au Cameroun? Oui, comme le Messager a indiqué, la rigueur et la moralisation qui ont été préconisées au début du régime du président de la République, M. Paul Biya, n'ont pas prospéré. Aujourd'hui, le Cameroun se retrouve dans une situation où tous ceux qui ont la charge de gérer les affaires publiques sont coupables de corruption, et ils n'ont pas l'intégrité et l'honnêteté nécessaires pour gérer les affaires publiques et rendre les Camerounais heureux. Donc, la rigueur et la moralisation qu'avait prôné le président de la République n'ont pas apporté quelque chose à la moralité, à l'éthique dans la gestion des affaires publiques. Et le résultat est là, parce que vous vous rendez compte que la plupart des membres de son gouvernement se retrouvent en prison. Et mon confrère aîné, Maître Emmanuel Pessi, tout à l'heure parlait de l'opération Épervier, comme pour dire que la morale et la rigueur qu'a prôné le président du RDPC ont un effet positif. Non. Pendant des années, le régime en place a institué l'impunité totale. Et vous savez que l'opération Épervier est récente. Et cette opération vient au moment, alors que les Camerounais ont déjà souffert dans leur chair, en ce que les deniers publics ont été détournés et qu'on n'a pas eu la possibilité de développer les infrastructures, que ce soit scolaire, que ce soit sanitaire, pour le bien-être des Camerounais. Et s'agissant du plan économique, comme Emmanuel Atangana et mon confrère ont parlé tout à l'heure du programme d'ajustement structurel. Vous savez, le régime en place nous a habitués à des prétextes pour justifier son incapacité. On évoque crise mondiale, on évoque crise bancaire, on évoque l'intervention de la Banque mondiale et du FMI pour justifier leur incompétence. Alors que, au même moment, les pays au même niveau de ressources que nous ont évolué et que nous sommes à la traîne
lorsque vous voyez le classement de Doing Business, le plus récent, le Cameroun est parmi les derniers. Les pays le Cameroun était classé quand le président de la République a accédé au pouvoir comme un pays à revenu intermédiaire. Aujourd'hui, sous le renouveau, le Cameroun est passé pays très pauvre, très endetté. Et je voudrais indiquer sur ce plan économique que le président de la République, Paul Biya, plusieurs fois dans ses discours, a indiqué que beaucoup de gens dans le monde s'interrogent, se demandent comment un pays comme le Cameroun, qui a tellement de ressources, n'arrive pas à décoller. La faute à qui? La faute, c'est à lui et à son régime. Alors, donc, et face à tous ces mal, comme j'ai dit tout à l'heure, ce mal économique, le MRSC propose le pacte productif. C'est-à-dire ce pacte productif qui permettra d'agencer toutes les ressources dont le Cameroun dispose, surtout au plan agricole, pour impulser le développement du Cameroun et procéder à une répartition équitable qui fera le bien-être de tous les Camerounais. Merci, Maître Fidèle Djoumissi. Alors, Emmanuel Atangna, je vous voyais, vous étiez tellement pressé de réagir. Alors, non, vous allez réagir. Je n'étais pas pressé, je voulais juste indiquer deux ou trois choses par rapport à ce concernant la rigueur et la brillant moralisation. Avocat est très fidèle, mon ami fidèle, je viens de dire. Je lui repose de faire une chose, ce que j'ai reproché à mes confrères de la presse. Ils ont fait ce que j'appelle ici le populisme médiatique. Lui, il est en train de faire le populisme politique. C'est normal, c'est un politique. Il s'y réclame, d'ailleurs, comme le régional du MRC, dans le littoral. Son populisme politique l'amène à dire une chose et son contraire à la fois. Maître Noubissi reconnaît que le Cameroun a été frappé de plein fouet par la crise économique, ce qui a obéré les efforts du renouveau pour redresser l'économie nationale. Maître Noubissi reconnaît que les dignitaires du régime sont en prison pour avoir porté atteinte à la fortune publique. Mais il refuse de reconnaître que le renouveau a beaucoup fait. L'expression même de la rigueur et de la moralisation, c'est depuis l'avènement du renouveau en 82. La rigueur et la moralisation n'ont jamais cessé. Non, jamais. Non, jamais. C'est que l'ampleur de la malgouvernance a aussi, il faut le reconnaître, atteint une certaine cote. C'est pour ça que le président de la République a mis en place cette campagne qu'on appelle l'opération Pervis. On aura le temps de revenir sur non, je suis en train de réagir à ce que Maître Noubissi a dit, parce que lui, il dit qu'il n'y a même pas eu de rigueur de moralisation depuis 90. C'est faux. D'accord. La preuve, lui-même apporte la preuve. C'est pour ça que je réagis en disant qu'il dit une chose et alors, c'est ce qui nous permet donc d'accueillir le je souhaite aussi, pour faire un vrai bilan, on est en train de dire plusieurs choses à la fois, on ne va rien retenir. Si, je vous suggère, si on peut faire un bilan nous ferons sur des plans précis, politiques, économiques, sociaux, parce que là on est en train... Nous allons faire le bilan tout à l'heure, Emmanuel Atangna. Il fallait d'abord apprécier comment ça a été traité. Alors, le bilan élogieux du renouveau pendant les 33 ans. Nous allons accueillir Abel Elimi Lobé qui nous a enfin rejoint sur ce plateau. Bonjour Abel Elimi Lobé, vous avez trouvé que le débat est déjà lancé, alors je vais donc vous lancer dans le bain. Le bilan du renouveau, 33 ans plus tard, pour vous, comment est-ce que vous le voyez? Merci de m'avoir accepté malgré mon retard. La pluie nous a un peu dérangé. Ce que je veux dire, c'est que les débats tels que je les vois, enfin, commencent à ne plus avoir beaucoup d'intérêt. Parce qu'on a affaire à des gens qui probablement rendent compte de ce qu'eux, ils sont devenus pendant les 33 ans. Ils prennent leur propre trajectoire pour celle de tout un peuple. Et puis, ils défendent leur cause personnelle et parlent au nom de tout un peuple. Mais le bilan, aller dans les quartiers
où les gens vivent, les quartiers populaires, aller même dans les quartiers des riches. Il est là-bas. Il est dans les esprits des gens. Il est dans le vécu quotidien des gens. Quand j'entends des exégètes expliquer que la moralisation de la société camerounaise, c'est d'ailleurs très bien fait, c'est d'ailleurs la preuve qu'elle s'est faite, c'est que les ministres sont en prison. Mais allez demander aux gens dans les quartiers s'ils ont le sentiment que la corruption est en régression dans ce pays parce qu'on a arrêté 10 ministres. Et comme si la lutte pour la moralisation de la société, c'était la lutte pour la moralisation du gouvernement. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a la moralisation du gouvernement, mais il y a la moralisation de la société qui est, elle, autre chose. Tous ces policiers qui sont en route, qui prennent 1000 francs aux gens qui ne contrôlent plus les dossiers des voitures, tous ces bensikineurs qui transportent maintenant 3 personnes par bensikin et roulent en sens inverse, eux-là, ils sont très moralisés apparemment, après 33 ans. Parce qu'au départ, en 82, il n'y avait pas de moto ici qui faisait le transport. Les taxis transportaient les gens dans les règles. Aujourd'hui, il nous reste à voir les taxis qui roulent en sens inverse pour éviter l'embouteillage. Je ne sais pas si, avec tout ça, on peut considérer que les états d'esprit, parce que quand on parle de la rigueur et de la moralisation, il s'agit de produire un état d'esprit. Est-ce que nous avons le sentiment, au-delà des campagnes de propagande interminables dont certains turiféraires du régime se rendent tributaires, est-ce que nous avons le sentiment, quand on marche là dehors, que les règles sur l'urbanisme de notre pays sont respectées, que les règles de fonctionnement de la fonction publique sont respectées, que les règles d'utilisation de la voie publique sont respectées? Est-ce que nous avons le sentiment que chaque citoyen aujourd'hui est par lui-même porté à avoir une relation avec l'État, avec le gouvernement, alors, qui est une relation de principe? Ça signifie donc que pour vous, le bilan est négatif. J'ai l'impression qu'on veut avoir des débats où on va dire qu'il a construit 2 lycées. Il a beaucoup fait. Non, il n'avait pas trouvé 2 lycées. Il a ajouté 4. Alors, Abel je propose qu'on commence le bilan sur le plan politique. Alors, Emmanuel Djedjena Tangna, si on essayait de faire le bilan de 33 ans sur le plan politique, pour vous, ça sera quoi, par exemple? Il faut d'abord prendre les réformes institutionnelles du président de la République sur le plan politique. C'est un pas majeur dans le bilan qu'on peut faire des 33 ans du renouveau. C'est avec le président de la République qu'on a eu 2 réformes constitutionnelles majeures, dont celle de 2006 je le dis, sur le contrôle de 2 éminents avocats, le nouveau code de procédure pénale. C'était une grande révolution. Maintenant, sur le plan des libertés publiques et individuelles, la loi de 90 sur la communication sociale au Cameroun est également une révolution. C'est grâce à cette loi, Maître Pensil le disait tout à l'heure, que mon ami Abel Limbi Lobé confond ce dimanche un plateau de télévision à un meeting de son parti, le SDF. C'est grâce au président de la République et à ce renouveau-là. C'est grâce au président de la République qu'on a le vote de la diaspora dans les différentes consultations électorales qu'on peut avoir au Cameroun. C'est grâce au président de la République que le président du parti de M. Limbi Lobé a 10% lors de la dernière présidentielle, parce que les élections, toutes les élections sont pluralistes désormais au Cameroun. En commençant même par le RDPC, qui est le mouvement politique du président du renouveau. C'est pour ça que certains frères de la presse confondent le renouveau avec
l'ORDPC. D'accord. Ça, c'est les grandes avancées significatives et majeures qu'à mon sens, on peut relever sur le plan politique concernant le bilan. Je vais demander tout de suite à Maître Fidèle Djoubissi de réagir par rapport à ce bilan. On parle des avancées sur le plan de la liberté, avancées également sur un certain nombre de textes révolutionnaires. Est-ce que c'est pour vous, c'est ce que vous ferez comme bilan politique des 33 ans du renouveau? Ah oui, avant d'y répondre, je voudrais relever à l'attention des téléspectateurs que, contrairement à ce que pense mon contradicteur Emmanuel Atangana, je ne dis pas une chose et son contraire, s'agissant de l'assainissement des mœurs publiques. J'ai dit que le président de la République a lancé l'opération d'assainissement quand il était déjà trop tard, c'est-à-dire pendant longtemps, les populations et même certains journaux lui avaient déjà indiqué que ces membres du gouvernement et des personnes en charge de gérer les deniers publics ne se comportaient pas bien et au cours d'une intervention à la télévision, il avait demandé les preuves. Et les preuves lui ont été administrées dans les journaux. Il a pris tout son temps. Non, il a laissé que ça pourrisse. Et aujourd'hui, s'il a engagé cette lutte contre la corruption, où il n'y a même pas de volonté de lutter, effectivement, nous verrons tout à l'heure, c'est qu'il y a eu grosse pression sur son régime, tant international que national, et que c'est pour ça qu'il y a eu une grosse médiatisation sur cette affaire. Il a politisé l'affaire de poursuite des personnes, des prévaricateurs de la République pour soigner son régime. Non, et c'est pour ça que nous disons que le mal qu'on connaît aujourd'hui vient de ce régime. S'agissant sur le plan politique, je voudrais indiquer que des réformes dont parle Emmanuel Atangana ont été faites sur le plan de la Constitution en 1996. Et nous nous souvenons qu'en 1996, le président de la République a pris sur lui de faire adopter une nouvelle Constitution par une assemblée qui lui est totalement acquise, à côté d'une constitution de 1972 qui a été adoptée par référendum. Et nous observons dans cette réforme constitutionnelle qu'il a fait juste pour renforcer son pouvoir et qu'il a une conception patrimoniale de l'État. Et vous voyez que dans cette constitution de 1996, le mandat qui était de 5 ans, il a fait passer à 7 ans limité de 2. Et en 2008, sentant que les 2 mandats étaient finis, et comme il voulait toujours conserver le pouvoir, puisqu'il a une conception patrimoniale du pouvoir, comme le pouvoir c'est sa propriété et celle de tous ceux qui l'entourent, il a modifié cette constitution et fait sauter le verrou de la limitation pour également se présenter, pour également encore conquérir le pouvoir par des voies de mascarade électorale. Donc, sur le plan politique, il a eu qu'une conception patrimoniale du pouvoir et même jusqu'à présent, il se prépare encore pour 2018 et sur ce plan, nous pensons qu'il n'a pas une conception républicaine du pouvoir. Et au sein du MRSC, nous avons une conception républicaine. Dans notre pacte républicain, nous indiquons qu'il y aura des réformes, des véritables réformes institutionnelles. On aura une véritable réforme de la justice, on aura une véritable réforme pour la citoyenneté et que nous aiderons le Cameroun à constituer un véritable état de droit dans lequel le principe... Non, nous sommes sur le plan politique. Non, je souhaite qu'on reste justement sur ce plan politique. Restons dans le bilan. Alors moi, je voulais interpeller maintenant Maître Pensi. Alors, Maître Pensi... Laissez-moi aller jusqu'à la fin. Je vous en prie. Je laisserai les autres parler. Permettez également que les autres parlent. Alors, le RDPC... Je réponds par rapport au bilan. Vous avez parlé de réforme constitutionnelle. S'il vous plaît, vous avez parlé pendant 10 minutes. Mais quand vous arriverez au pouvoir, vous allez nous empêcher de parler. Pour l'instant, laissez que... Merci, cher monsieur, que ce programme puisse continuer comme il a commencé. Je réponds par rapport à ce que vous avez répondu pendant le renouveau a fait. On a dit que le renouveau a fait des réformes constitutionnelles. Maître Fidèle Djoubissi, on vous a suivi. En 1996, on vous a suivi. Ces réformes constitutionnelles, c'était en vue de conserver le pouvoir. D'accord, merci. Alors, permettez maintenant que... Sur le plan de l'état de droit, ça a été la même chose. Aujourd'hui, vous voyez une loi, récemment, vous avez pris une loi
terroriste. C'est-à-dire, on a institutionnalisé la lutte contre le terrorisme pour limiter les libertés de manifestation. Et là, on ne peut pas nous parler de promotion des libertés. D'accord, merci. Alors, est-ce que vous pouvez me permettre maintenant que Maître Emmanuel Pensy puisse dire quelque chose? Je disais tantôt que le RDPC est une émanation de ce renouveau. Alors, comment est-ce que vous appréhendez le côté politique, le bilan politique du renouveau auquel vous appartenez? Oui, je voulais d'abord dire une chose que Maître Djumessi vient Mais de finalement, parler. on ne va pas non, avancer. non. C'est un débat contradictoire. Pour le faire avancer, je dois répliquer un peu pour lui dire que son mentor, Kamto, faisait partie de ce gouvernement. Et il est resté pendant 7 ans et 8 jours avant, il a démissionné. Et il est comptable de tout ce que ce gouvernement a fait. Et je me souviens de ses discours dithyrambiques en faveur de tout ce qui a été fait par l'État. Donc aujourd'hui, je comprends très bien que pour les besoins de la cause, on vient ici changer de manteau et dire autre chose. C'est pour ça d'ailleurs que la population camerounaise ne vous suit pas. Parce que c'est tout à fait contradictoire. Vous dites quelque chose, comme a dit Emmanuel Atangana, et le contraire. Bon, maintenant, nous sommes en train de parler des réformes qui ont été faites. Les gens oublient. Quand on a fait la réforme de 1996, elle a été positive. Nous avons déjà l'avènement du Sénat. Vous me direz que ce qui manque à cette réforme, c'est l'article 66 et la nomination de ceux qui, en fin de compte, doivent être partie de la commission pour qu'on puisse savoir quels sont les liens. Ce qui est important, et nous sommes en train de faire un bilan. Je dis que c'est une mauvaise chose de ne pas avoir nommé les membres de cette commission. Qu'en est-il de la décentralisation? Excusez-moi. Qu'en est-il de la décentralisation prévue dans cette réforme? Je ne vous ai pas coupé. Quand vous arriverez au pouvoir, Maître Djumessi, qu'en est-il de la décentralisation? Interdire la parole aux Camerounais. Pour l'instant, laissez la loi sur la communication de la presse et qu'il y ait ici un modérateur qui fait très bien son travail. Vous n'allez pas prendre son travail et répondre à ma place. Et vous le faites pourquoi? Parce que vous avez l'impression que vous êtes fâché. Mais la colère est tout simplement, j'allais dire, la réaction de ceux qui n'ont pas d'argument. Et parce que si vous avez une argumentation qui était fondée, vous n'allez pas vous répéter 1000 fois. Moi, je dis que non seulement le pouvoir a porté la loi sur la communication de la presse, qui était une loi importante, mais on a parlé également, même sur la loi sur le terrorisme dont il parle. Comment réagir face au terrorisme, sinon par une loi d'exception? Même aux États-Unis. Aux États-Unis, nous avons même pire que ça. Patriot Act, qui était quelque chose d'absolument incroyable. Pour combattre le terrorisme, il faut le faire par les lois d'exception. Et on se rend compte que pour que le juge, parce que puisse à ce moment-là enquêter dans quelle loi, il y a un certain nombre de canevas qu'il faudrait, et il y a d'ailleurs des avocats, dont moi et Nyumbisi, qui sont là pour défendre les libertés individuelles. Et la loi de 1990 nous permet de pouvoir le faire et de défendre les gens. C'est ce que nous avons fait dans le cadre de l'opération Épervier, où j'ai obtenu le fait que Tonné Koto soit acquitté. On arrive à avoir des acquittements. Et je ne suis pas le seul à l'avoir eu. Nous avons eu d'autres avocats qui ont obtenu des acquittements. Ce que je voudrais dire, c'est que par rapport à le nouveau code de procédure pénale qui a été fait, c'est une avancée, même si il faudrait encore des amendements. C'est-à-dire, une loi n'est jamais une loi définitive. Elle est là pour être amendée et ces amendements-là, nous les apportons. Quand on a apporté les nouvelles dispositions qui permettent à ceux qui remboursent l'argent qu'ils ont de détournement public avant la décision, que ce soit le ministre garde des Sceaux qui puisse envoyer une lettre en disant qu'on arrête des poursuites, nous nous rendons compte qu'au niveau de l'application de cette disposition-là, quelqu'un comme l'ancien directeur de la Sonara n'en a pas bénéficié. Et je dis ici que c'est une mauvaise chose. Alors, vous abordez déjà quelques questions qui devaient rentrer dans le cadre de l'opération Épervier. Je voulais donc dire que ces lois-là étaient bonnes. Quant à dire que le président de la République a une conception patrimoniale de l'État, je dois dire quand même que ne prenez pas les Camerounais pour des imbéciles. Qui votent? Ce sont les Camerounais qui votent. Vous dites que les Camerounais votent avec presque 79% de voix, avec tous vos partis politiques, Epsilon, qui ont obtenu à peu près 1% de voix, etc. Vous merci, ne pas. Donc je dis que les petits partis parlent beaucoup et la presse leur donne, j'allais dire, une force disproportionnée par rapport à ce qu'ils ont au niveau du terrain. Et s'il fallait équilibrer le débat pour qu'on dise que les partis politiques vont discuter par rapport au pourcentage de nombre de voix, à ce moment-là, vous n'avez que le RDPC au niveau de toutes les télévisions. Or, le RDPC
permet à tous les partis politiques de s'exprimer. Et je dis qu'au niveau des libertés individuelles, c'est quelque chose d'extraordinaire. Allez au Maroc, allez dans d'autres pays pour voir comment ça se passe. Vous n'avez pas un débat comme ça se passe au Cameroun. D'accord, ça, on je vous a le compris, dis. maître Pensi. Alors, Parce que vous ne voyagez pas, monsieur. Abel Elimilobé, votre formation politique est un acteur, fait partie d'un acteur majeur de la scène politique au Cameroun. Vous avez pris part à plusieurs élections. Alors, comment est-ce que vous, en 33 ans, vous pouvez entrevoir la politique? Comment depuis qu'elle se gère, depuis 82 jusqu'en 2015, pour vous? Tout le monde sait que moi, je suis partisan. Tout le monde sait ça. Donc, ce que je pense n'est pas très important. Ce qui est important, c'est ce que les gens qui sont dans le régime disent du régime. Les gens qui vous suivent veulent tout au moins savoir votre réaction. réaction. Tout le monde sait que j'ai déjà demandé que le président parte. Qu'il est un mauvais président. C'est un projet de société d'un parti politique que le président parle. Je croyais que tu n'es pas dans un meeting politique et que tu pourrais attendre que je finisse. Finissez. Ah, d'accord. Vous êtes toujours rattrapé par vos excès de moralisation. Le temps nous tient à la gorge. On va bientôt passer à notre sujet. Ce petit passage de la Bible. L'auteur dit: je suivais les informations et savait que la situation économique du Cameroun n'était pas des plus saines. Les sociétés d'État étaient presque toutes en difficulté. L'administration de l'État était en pleine crise généralisée de corruption. Les paysans, les agriculteurs, les étudiants, les fonctionnaires, les hommes politiques, les militaires, etc. étaient tous devenus des hommes d'affaires d'un genre spécial à la mode. Il suffisait de créer une entreprise et de se constituer fournisseur de l'État. Et un stylo vendu à 100 francs sur le marché était souvent facturé 1600 francs à l'État. Le fournisseur de l'État moins entreprenant ne possédait qu'une Mercedes 200 et une mallette diplomatique qui était son bureau au siège social de son entreprise. C'était le Cameroun à qui mieux, avec dans l'air une odeur occulte de tribalisme. Ce fut l'époque du pillage systématique du Cameroun. Vous savez qui parle? Dites-nous. C'est Fauchivé, l'un des constructeurs du régime. C'est lui qui parle, après sa déchéance. Donc nous avons affaire à des gens qui sont dans leur rôle. Parce qu'ils visent leur objectif. C'est de nous mettre dans la tête que comme ils ont un salaire, ils ont des postes, ils aspirent à être des ministres, le Cameroun est bon. Alors, il est bon dans leur tête. Alors, Abel Elimilé, le Cameroun... Quand vous lisez, quand vous entendez ce morceau choisi, oui, je souhaite qu'on sorte. Vous avez l'impression qu'il est éculé. Il est d'actualité. Alors, le Cameroun peut-il se projeter 33 ans après Paul Biya, au-delà de la personne du président Paul Biya, le Cameroun, comment est-ce que vous entrevoyez ce Cameroun? Ce qui est important, c'est que le Cameroun n'a pas commencé avec lui. Quand Ahidjo était au pouvoir, tous ces gens-ci, aucun ne pouvait dire que Ahidjo ne gouvernait pas bien. Ils chantaient tous les louanges d'Ahidjo. Quand il est parti de son propre fait, on s'est rendu compte que le Cameroun peut continuer à exister sans lui. Le jour où Biya partira, le Cameroun se rendra compte qu'on peut exister sans lui. Ce qui est important, c'est de demander aux Camerounais, est-ce qu'en 1982, si on leur disait que le président va faire 33 ans au pouvoir, ils auraient voté pour ça? Pour faire le barrage de l'Opaga, pour faire les lycées techniques, pour multiplier les universités par 12, etc., créer 10 provinces, faire le code général des impôts, le nouveau code de procédure. Si on leur avait dit que le temps qu'ils demandent pour faire tout ça, c'est 33 ans, ils auraient voté à la majorité absolue que va faire 33 ans pour faire ça. Ils n'auraient jamais fait ça. D'accord, Emmanuel, attendez, nous allons... dire? Je termine. Oui, vous citez en quelques mots seulement. Ça veut dire que, premièrement, ce qu'on veut nous présenter comme un programme qui a été réalisé en 33 ans, est un tissu d'improvisation que n'importe qui à la place du président, ayant un gouvernement perpétuel, finirait par construire bien entendu un lycée ici,
Mais le temps du gouvernement est limité par les mandats. Et qu'est-ce que nous constatons? Que l'un des actes fondateurs majeurs que le président de la République a posé, ça a été de faire de la roubladise avec la nation. Merci Qui beaucoup. lui a donné un mandat renouvelable une fois de 7 ans en 96. Et le président a estimé que ce que lui-même avait demandé à la nation et que la nation a accepté ne suffisait pas. Il a même considéré que la constitution de 96 qu'il a lui-même rédigée, proposée à la nation, était, comment il a appelé ça, antidémocratique. Merci Abel Elimilo. Nous allons sortir de ce sujet. Laissez-moi que chacun la prenne. petite seconde qui me permet d'arrondir ma Ça phrase. fait plusieurs secondes. Ça fait Non, plusieurs secondes. Abel. Il faudrait que nous avons un autre sujet. Quand on leur sujet. donne la parole, Il ils nous reste encore parlent deux du sujets. code de procédure. Je vous en prie, Abel Comme Elimilo. si le Il nous code de reste procédure encore pénale est deux une sujets. réalisation politique. Laissez le mot de Alors, je vous en prie. Quand le président s'est fait élire, il a trouvé un code pénal. Il n'a pas dit que je viens, lui, parce que ce qu'on veut faire aujourd'hui, ces gens de laudateurs, ce qu'ils veulent faire, c'est de dissocier le bilan d'Aïdjo, qu'ils critiquent tous, de M. Biya, qui était son premier ministre. Comme si aujourd'hui nous pouvons dire que Philémon Yang n'est pas constructeur du régime et n'est pas comptable de ce que le Biya a fait. Voilà, Donc, merci tout le Abel mal Elimilo. qu'Aïdjo a pu faire au Cameroun, Je me permets de vous Biya retirer la en est parole un des comptables, pour qu'on évolue. Et après lui, nous constatons que il a effectivement fait un certain nombre de choses. Merci à Emmanuel Mais en 33 Atangana. ans, Nous allons c'est très sortir de ce sujet. Emmanuel Atangana, le Cameroun, après 33 ans, peut-il se projeter au-delà de la personne de Paul Biya? Pourquoi pas? Paul Comment? Biya ne vous a pas dit qu'il était éternel. Hein? Comment? Paul Biya ne vous a pas dit qu'il était éternel. Oui, alors comment est-ce que vous vous entrevoyez Je reprends mes cet propos. avenir? Nous sommes dans un régime républicain, démocratique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Paul Biya a mis en jeu son mandat plusieurs fois. Le président du parti de ce monsieur, qui est mon ami, s'en est sorti avec à peine 10% lors de la dernière élection présidentielle. D'accord, ça Oui, signifie que ça pour veut vous, il y a un dire avenir. ça veut dire que le président de la République va encore remettre son mandat en question en 2018 et que tous les militants, partisans des autres partis politiques viennent avec un nouveau projet de société pour solliciter les suffrages des Camerounais électeurs que nous sommes. D'accord. Dans le projet de société, ce ne sera pas Abel Inga, Abel Elimilo, mon ami, que Paul Biya doit partir. Venez avec du concret. Le concret, là, Paul Biya vous l'a offert depuis 33 ans. C'est compris, maître Emmanuel Pensine, nous allons sortir par là. Oui, je voudrais dire qu'il faudrait quand même qu'on élève un peu le niveau de débat par rapport à ce que dit Milobe et les autres, sauf Emmanuel Tangana qui dit des choses très vraies. Vous avez, quand vous demandez si le président peut survivre au régime, ça veut dire que il faudrait certainement une réforme constitutionnelle parce que nul n'est éternel. Le président qui est un chrétien, il le sait, il va à l'église tout le temps et je pense et je sais qu'il pense à l'avenir du régime. Cet avenir du Cameroun peut se faire de diverses manières. Peut-être par une réforme constitutionnelle dans lesquelles qui peut-être est nécessaire parce que on se rend compte que beaucoup de chefs d'État qui restent, c'est parce que ils ont peur de ce qu'on appelle le syndrome Chiluba, qui est lorsque vous laissez la place à votre successeur constitutionnel, il se met à vous poursuivre et à vous mettre en prison parce que Monangwassa, qu'est-ce qu'il a fait? Monangwassa, il a dit le président a des chemises avec il y a des initiales à son nom, il a 250 paires de chaussures, etc. Okay, et commence à le poursuivre. Donc c'est très important que une réforme où le président sera, on va mettre des cadres au niveau de la Constitution, que il soit, on ne puisse pas le poursuivre n'importe comment. Qu'on puisse le faire comme en France ou aux États-Unis, qu'il puisse avoir une fonction. En Italie, il est sénateur à vie. En France, il est président du Conseil constitutionnel. Il a un notaire particulier. À ce moment-là, on fera lui et sa famille. Cette réforme sera de nature à permettre à ce qu'il y ait une évolution positive au niveau de la nation. Parce que les revanches sont telles que certains présidents, comme celui de Sassou Nguesso, ils restent là parce que les gens sont là parce qu'ils veulent l'enfermer, lui et sa famille. Donc, et je tiens ça également du professeur Moïse Kanto, qui était notre assistant de Maurice Duverger à la Sorbonne dans les années, fin des années 70-80. Il l'a dit. Ces réformes constitutionnelles sont à faire. Et je suis certain que le président pense à l'avenir du Cameroun et il sait que le Cameroun doit survivre sans lui et il fait tout
pour que les choses se passent dans le calme, la concorde et la paix. Merci. Ça, c'est un élément fondamental. Maître Fidèle Djoumbissi, nous allons, je vous rassure, nous allons rester dans le renouveau, dans les 33 ans, mais en abordant un autre aspect. Mais votre mot sur le bilan qu'on a essayé de faire de ces 33 ans. Oui, je voudrais lever un équivoque à l'endroit de Maître Emmanuel Pincy, s'agissant du professeur Maurice Kamto, qui a été au gouvernement pendant 7 ans. Il n'est pas comptable du régime, parce que je vous ai dit tout à l'heure que tel que le régime est organisé, donc un régime de totalitarisme, un régime d'autoritarisme, et que les pouvoirs sont concentrés, à Etoudi, donc entre les mains du président Paul Biya. Donc, avec un régime comme celui-là, il n'y a que le président Paul Biya seul pour assumer son bilan pendant 33 ans. Donc, ce bilan ne peut pas être partagé avec quelques membres du gouvernement que ce soit. D'ailleurs, que le professeur Maurice Kamto a été un ministre délégué, il n'a pas été un ministre avec un budget à gérer. Et s'agissant de la suite de l'avenir du Cameroun, nul n'est éternel. Et contrairement à ce que certains pensent, après Paul Biya, le Cameroun va continuer. Et nous serons là, si nous vivons. Nous allons nous organiser pour que le Cameroun continue. Le MRSC a un projet de société. Le Cameroun va continuer. Projet de société pour le Cameroun. Le droit de réponse se poursuit. Et lui également, avec cette deuxième articulation, on parle de l'opération Épervier. Et tel que nous avons vu dans les journaux parus cette semaine, Abel Elimbi Lobé, l'opération Épervier, enclenchée depuis 2006 au Cameroun. Pour vous, ça vous procure de la satisfaction? Vous avez suivi les journaux tout au long de cette semaine. Écoutez, quand le tribunal criminel spécial a été créé, la position du SDF a été claire. Elle n'a pas changé. Et j'y adhère. Je suis de ceux qui l'ont pensé en tant que membre du comité exécutif national. Nous avons dit que cette institution ne faisait pas de la justice juste. Elle faisait de la justice pour sauver la tête des spoliateurs de l'État, qu'il est intéressant en ce moment d'indexer pour blanchir le régime. C'est ce que Maître Djoumbissi a essayé d'expliquer tout à l'heure en disant que on poursuit un certain nombre de personnes à l'effet d'obtenir de l'opinion qu'il y a un travail d'assainissement des mœurs politiques qui se font. Et pourtant, vous voyez bien que ça n'a pas d'effet pédagogique, ça ne réduit pas la corruption. Qu'est-ce que nous avons dit du tribunal criminel spécial et de son mode de fonctionnement? Nous avons dit que si vous détournez 50 millions en montant, on vous donne la possibilité de rendre de l'argent, qu'on a appelé le code de délit. Nous constatons que tous ceux qui ont rendu l'argent, premièrement, nulle part on a évalué exactement l'argent qu'ils avaient pris. Ils ont rendu ce qu'ils ont déclaré. Aman Adama a rendu 225 millions. Aucune preuve tangible n'a été apportée au tribunal que c'est 225 millions de francs qu'elle avait détournés. Alors pour vous, bon, c'est une... Ensuite, nous avons dit, cette justice qui prend ceux qui, par l'ampleur de leur prédation, causent des torts plus graves à la société que les petits voleurs qui volent moins de 50 millions. Et qui ne donnent pas aux voleurs de moins de 50 millions la possibilité d'aller aussi rendre l'argent et éventuellement d'échapper à l'emprisonnement, est une justice injuste. Pourquoi moi je vole 2 millions? Si je reconnais au tribunal que oui, monsieur le président, j'ai volé 2 millions, voici ça, je vous rends ça, laissez-moi.
vous ne me laissez pas, vous m'envoyez en prison. Et vous prenez évidemment les 2 millions parce que la loi n'a jamais dit que quand vous avez détourné les deniers publics, on vous condamne, mais on ne prend pas l'argent que vous avez volé. On saisit les biens. D'accord, Abel. On va au tribunal criminel spécial. Je vole 500 millions. On dit non, comme lui il a volé 500 millions, la nation a plutôt besoin d'argent. L'emprisonnement de ces messieurs n'est pas la chose la plus importante. Qui nous remette ce qui peut nous remettre. Et puis je déclare 300 millions. Atangana et moi, on reste gérer les 200 autres millions qu'on n'a pas déclarés. Allez, d'accord, vous allez nous Nous permettre sommes dans une de action réagir. politique qui n'a rien à voir avec la justice qui, elle, est assise sur le principe de l'équité. Merci beaucoup. Il Alors, faut que Emmanuel, le jugement qu'on vous rend je vous en prie. en situation identique à celle que j'ai faite soit le même jugement. D'accord, c'est On compris. ne peut pas être tous les deux prédateurs. Et parce que vous avez prélevé plus que moi, on vous octroie la possibilité. Donc, Vous nous permettez que avons les eu autres là puissent aussi une dire un action mot. politique à Abel Tangana et et Pensi inscrivent dans le cadre d'un bilan positif. Merci beaucoup. Mais je crois Abel que Edibiro personne Beko au monde puisse ne nous a permettre imité avec que les un autres pareil puissent appareil réagir. judiciaire. Alors, Emmanuel Atangana, comment est-ce que vous avez apprécié cette fixation que les journaux ont fait autour de la personne de Simi Meigné, parlant justement de l'opération Épervier? J'ai justement pas apprécié cette fixation, parce que ça fait partie du terrorisme médiatique que les confrères font sur des personnalités précises. Monsieur le ministre Simi Meigné est resté à la une de certains journaux pendant 6 mois, pendant qu'il était encore au gouvernement. À peine sorti du gouvernement le 2 octobre 2015, il refait la une des mêmes journaux qui titrent qu'après l'hôpital, c'est la prison. Bon, je parle sur le contrôle de 2 éminents avocats. Je crois que ces personnalités bénéficient quand même encore de la présomption d'innocence. Pour le cas précis du ministre Simi Meigné, je ne suis pas sûr, au niveau de mes modestes investigations, qu'il a un dossier particulier, spécial, concernant la restructuration d'une banque. C'est un acharnement. C'est un acharnement sur De la part de qui? De la part de la presse. J'ai appelé ça terrorisme vraiment médiatique. C'est pas du journalisme tel que Pascal et moi, nous l'avons appris à l'école. On ne peut pas afficher une personnalité, même s'il a volé pendant un an à la une des journaux, surtout sans preuve. Alors, comme nous avons... On crée... Pardon? Oui, nous avons la chance d'avoir des juristes avec nous sur ce plateau. Maître... On crée des événements, des non-événements sur quelqu'un qui n'avait même pas besoin de cette publicité. Je suis pour l'opération Épervier. Je suis pour. Mais je refuse que comment dire ça, des moments pour qualifier. Ok, d'accord. Maître Fidèle Djoubissi, la presse a-t-elle exagéré concernant le cas Simi Meigné? Oui, la presse fait son travail de renseignement des populations parce que la presse a pour but d'apporter les informations pour ses lecteurs et des informations que chaque lecteur doit prendre selon sa sensibilité. Je ne peux pas faire le reproche à la presse d'avoir fait quelques articles ou d'avoir fait quelques médiatisations autour du cas Simi Meigné. Et ça ne date pas seulement d'aujourd'hui. Comme Emmanuel Atangana a indiqué, ça fait depuis au moins 6 mois pendant qu'il était au gouvernement que la presse a fait une fixation sur lui. Et il n'est pas le premier sur lequel la presse a fait la fixation. Alors quand vous regardez sur le plan juridique, les faits qui lui sont reprochés et relayés par la presse a péché à quel niveau? Je ne peux pas encore apprécier le comportement de la presse. La presse a parlé par exemple du cas de la Amitibank, la liquidation de cette banque. Qui... Oui, la presse procède par investigation. La presse a ses outils d'enquête et peut-être que cette presse qui parle de ces événements a des informations sur la base desquelles elle fait ses commentaires. Et
je ne peux pas juger la presse sur ce point de vue, n'ayant pas les informations, parce que c'est M. Essimini lui-même qui peut se plaindre s'il estime que ce que la presse dit n'est pas fondé. Il a des voies de droit pour s'attaquer à la presse. Il y a la procédure de diffamation, c'est-à-dire si dans la presse on rapporte sur vous des informations qui sont erronées ou dont on ne peut pas rapporter la preuve, vous pouvez poursuivre cette presse pour diffamation. Donc, du moment où je n'ai pas des informations, moi je prends les informations que la presse me donne, et sur le plan juridique, je pense que c'est la presse est responsable. Donc cette presse sait sur quoi elle se fonde pour parler de ces événements. Et je disais que M. Essimini n'est pas le premier sur lequel la presse fait une fixation, et que par la suite on voit qu'il y a des poursuites. Il y a eu des fixations sur M. Abba pendant des années, et après on a vu que M. Abba a été poursuivi. Donc je pense que la presse doit avoir quelques informations. Comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Maître Emmanuel Pensy, par rapport à ce sujet. Oui, vous savez, Essimini n'a jamais, c'est pas mon ami, je le connais pas, mais je trouve vraiment malheureux qu'on fasse une fixation aussi intense sur une personnalité. C'est quand même une personnalité. Moi j'ai lu, il n'y a pas seulement la Nouvelle Expression, il y a Ouest Littoral qui a écrit des choses incroyables où elle incriminait Dominique Strauss-Kahn, la Banque mondiale, le FMI, M. Fuchs. Alors, est-ce que tout ce qui a été relayé dans cette presse est relayé n'est faux? Pas... Non, moi je prends ça avec des pincettes. Le principe d'un avocat, je souhaite quand même que ce soit le même en ce qui concerne mon confrère, c'est le principe du contradictoire. C'est d'abord le principe du contradictoire. Nous n'avons pas sa thèse ni sa théorie, et les enquêtes doivent être menées, en fin de compte, dans le cadre du secret de l'instruction. Pour l'instant, je ne sais même pas si une enquête a été ouverte dans le cadre de cette affaire, et je ne sais pas si c'est à la presse. C'est-à-dire, le procureur, il le sait, à ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites. Le fait même qu'on écrit des articles comme ça peut entraîner qu'on ouvre, puisqu'il s'agit d'un crime, d'une information judiciaire au niveau du tribunal de grande instance ou bien au niveau du TCS pour pouvoir l'interroger. Pour l'instant, il n'y a pas de procédure en cours. Et ça fait 6 mois qu'on en parle. S'agissant de l'affaire Atlantic Bank, c'est vrai qu'il y a cette affaire dont on parle dans le monde des affaires où je suis, des 9 milliards qu'il aurait remis à l'Atlantic Bank contre le fait qu'on rétrocède les créances douteuses de cette banque. Et qu'il y aurait, dans le cadre de cette affaire, des procédures qui auraient été engagées au niveau de la cour de la CEMAC, où ces personnes, les titulaires, ceux qui étaient les actionnaires, ont gagné le procès. Et que, s'agissant de cette affaire-là, cette affaire est en cours d'exécution, et que sur toutes les autres affaires où on a dit qu'il a pris ceci, qu'il a vendu ça pour le compte de son frère, il a fait ceci, il a fait tellement de choses que, franchement, et il y a même un journal qui a titré que, vous voyez même sa tête, il a la tête d'un toulard, que c'est d'un criminel. Non, mais ça, je trouve que c'est trop au niveau de l'acharnement d'un homme. Et dont on dit qu'on avait dit qu'il avait l'AVC, mais il n'a plus l'AVC, puisque Jeune Afrique a titré que c'est une hernie discale. Et les autres ont dit que bon, il veut sortir de l'hôpital, mais le ministre de la Santé a écrit pour dire qu'il y a les médecins qui peuvent soigner l'hernie discale, parce que s'il part, il va fuir. Et on a commencé à citer un certain nombre de personnalités dans des conditions qu'on ne connaît pas. Moi, je ne serai ni Danton, ni Robespierre. Alors, pour faire des réquisitoires contre quelqu'un qui a et qui jouit ce qu'on appelle de la présomption d'innocence. Laissons la justice suivre son cours. Normalement, il prendra des avocats, peut-être du Messie ou un autre, et à ce moment-là, il saura se défendre. Alors, et la vérité va sortir là. Je voudrais terminer sur une chose qu'a dit Elie Milobé, qui est fausse. S'agissant, par exemple, de Mme Aman Adama, les enquêtes avaient déterminé une certaine somme d'argent. C'est cette somme d'argent qu'elle a remboursée. Donc, elle n'a pas choisi elle-même le montant qu'elle avait à rembourser. C'est pas comme ça que ça se passe. Bien, ça permet donc de répliquer pour dire que ce n'est pas comme ça la justice. Moi, je veux bien qu'on arrive devant un plateau de télévision et quand on ne sait pas
comment fonctionne la justice et que parce qu'on est du SDF ou un homme politique ou un conseiller municipal, puisqu'il est le seul élu ici, on n'a rien à dire, qu'il puisse déblatérer des choses qui ne sont pas justes. Je voudrais qu'il y ait un peu plus de mesure dans nos propos et qu'on n'attaque pas des personnalités politiques qui soient dans cette situation-là. Je crois qu'il a le droit de se défendre et c'est pour ça que depuis qu'on l'attaque, la justice prend son temps et le temps de la justice n'est pas le temps ni de la presse ni celui des hommes politiques. Ok, d'accord. Abel Limilové, vous avez été interpellé, mais moi je souhaite qu'à la suite de cette interpellation, personne ne m'a interpellé. Que vous puissiez, voilà, merci, que vous puissiez maintenant réagir par rapport à ce cas, le cas Essimi Migneux, dans le cadre de l'opération Épervier. Il faut également noter que la presse a également fait écho d'un ancien maire SDF qui était également au tribunal criminel spécial. Moi, je ne suis pas dans un procès contre la presse. Parce que c'est les mêmes qui viennent dire que la presse, qui est un microcosme de la société camerounaise, dont ils disent qu'elle marche très bien, elle a fait 33 ans de progrès énorme, de moralisation et de rigueur. C'est eux qui viennent ensuite dire que oh, la presse là est terrible. Non, il faut nous dire. Vous êtes où? Vous êtes dans le Cameroun qui se porte bien et c'est seulement la presse qui est malade là-dedans. Parce que si on ouvre le problème de la justice maintenant, vous allez dire tous les conseils du monde aux juges pour être des bons juges. La société camerounaise est malade. Elle est malade dans son gouvernement. Elle est malade dans les organisations socio-professionnelles. Il n'y a aucun syndicat qui tient ses assises normalement. Ce n'est pas les partis politiques. Elle est malade dans les partis politiques. Elle est malade dans la presse. Elle est malade dans son sport. La Fédération camerounaise de football a défrayé la chronique. Elle est encore à la une des journaux jusqu'à présent. Et à juste titre. Ce n'est pas la presse. Ce procès, c'est un procès des gens dont le jugement sur le fonctionnement du Cameroun est à géométrie variable. Selon qu'il est bon de dire ceci ou cela parce qu'on croit que ça peut rapporter des prébendes. C'est de ça qu'il est question. Monsieur, tout le monde sait dans ce pays qu'il y a une presse à gage. Que le gouvernement même utilise. Qui a donné les informations sur la lettre de Zonga? La lettre que Zonga a écrite au secrétaire général du RDPC. Qui a été transmise au chef de l'État. Qui l'a transmise à Botabi. Qui s'est retrouvé dans la presse. C'est la presse qui est allée fabriquer cette lettre. Là, vous nous amenez ailleurs. C'est le gouvernement qui est malade. Qui instrumentalise la presse. Alors, donc, ça suffit pour vous. Ce que je veux dire, ce qui arrive à Essimi Migneux aujourd'hui. Tout le monde sait qu'il y a une presse à gage qui est payée par les gens du régime dans le cadre de leur lutte. Ah bon, d'accord. Donc, c'est le régime qui est donc à l'origine de cette campagne. Je vais venir sur Maître Pessi et ce qu'il vient de dire. Parce qu'ils aiment bien les coups magistraux. Mais en même temps, vous n'allez pas jouer ce jeu de ping-pong que tel réagit l'autre. On ne va pas évoluer. C'est élémentaire et juste. Mais que je vois que les gens ne font pas, sauf le cas de, comment il s'appelle, le ministre du Travail. Grégoire. Une presse à gage qui était payée pour publier des listes d'homosexuels a dit qu'il est homosexuel. Il a dit, je ne suis pas homosexuel et je vais vous le prouver. Il a poursuivi cette presse-là au tribunal. La presse a été condamnée et tout le monde, dans les milieux de la presse, s'est ressaisi et on a laissé dorénavant au Grégoire tranquille. Je constate que les gens parlent maintenant. Personne ne dit plus que tel est homosexuel. Parce que tout le monde a appris que on n'a pas la liberté de dire n'importe quoi. Si monsieur Essimi Migneux et au consort, qui se retrouve régulièrement à la une pour des choses fausses, pourquoi ils ne saisissent pas les tribunaux? Et je rejoins Maître Doumessi quand il dit, mais nous constatons que quand la presse annonce certains écarts de comportement de certains hauts dignitaires du régime, la vérité qui suit, c'est qu'ils sont poursuivis. Donc, il ne s'agit pas de faire un procès de la presse globalement. D'accord. Il s'agit de constater que
les problèmes de moralisation de la société politique sont plus actuels aujourd'hui qu'en 82. D'accord. Alors, il nous reste moins de 10 minutes. Si vous le permettez, nous allons sortir en parlant de sport et de des nouvelles dans la tanière avec cet encadrement technique 100% camerounais qui devrait désormais officier sur le banc des Lions indomptables. Emmanuel Atangana, Alexandre Belinga, est-il l'homme de la situation ou alors a-t-il été jeté en pâture? Je suis généralement très mal à l'aise de parler des histoires du football camerounais. C'est pourtant un sujet qui semble souvent faire l'unanimité. On n'est pas de telle formation politique. Cet unanimisme-là. Je suis très mal à l'aise de parler des histoires de la FECAFOOT quand, pardonnez-moi l'expression, elle n'est pas de moi, d'un ancien ministre de la Jeunesse et des Sports qui appelait ça, que le téléspectateur me pardonne, je ne reprends qu'une expression, cacafoot. Bon, je me réjouis quand même que le nouveau président de la FECAFOOT ait pris le taureau par les cornes. Il a fait appliquer une convention signée entre l'instance fêtière du football camerounais et le ministère de tutelle. Et il l'a fait appliquer en désignant un intérimaire à la tête de l'encadrement des Lions indomptables du Cameroun pour remplacer l'Allemand, dont le contrat avait déjà expiré depuis un an. C'est un signal fort de la nouvelle gouvernance de la FECAFOOT, celle de faire confiance aux entraîneurs locaux qui peuvent aussi nous amener à redorer le blason de notre équipe nationale qui l'a perdu depuis 90. Ça fait 25 ans qu'on attend que l'équipe nationale du football du Cameroun retrouve son allant d'antan. Il est secondé par un autre grand technicien camerounais, lui-même ancien lion indomptable du Cameroun, Bonaventure John Kep. Je crois que c'est un tandem qui peut, comme l'a dit Alexandre lui-même, ramener de l'ordre au sein de la tanière, parce que le ventre mou de l'équipe nationale actuellement, c'est justement l'indiscipline. Et vous savez que le football, c'est comme une équipe de football, c'est à peu près comme une armée. La première arme qui fait la force d'une armée, c'est la discipline. Parce que s'il n'y a pas de discipline, vous pouvez avoir toutes les armes sophistiquées du monde. Si vous n'exécutez pas les ordres du général qui commande les troupes, il y a fort raison que l'adversaire puisse vous écraser malgré vos moyens. Alors, Maître Emmanuel Pensy, est-ce que le caractère intérimaire qui a accompagné cet acte de nomination de Alexandre Belinga ne peut pas un tout petit peu jouer sur l'efficacité que l'on attend de lui dans la tanière des Lions indomptables? Non, je crois que c'est d'après la réputation, je ne le connais pas personnellement, mais il a une réputation de quelqu'un de sérieux et de rigoureux. Et je crois d'ailleurs que c'est quelqu'un qui va au-delà des tribus pour avoir, je pense, entraîné une équipe comme, je crois, Fou de Baham, ou Panthère de Banga, Dundee, etc. Et c'est quelqu'un qui semble-t-il... Il a gagné la Coupe du Cameroun. Voilà, qui est avec un pot du Cameroun, c'est quelqu'un qui a une compétence qui sera reconnue par des spécialistes. Et il a à côté de lui John Kep qui était, il a été, semble-t-il, international. Moi, j'étais peut-être en France. Semble-t-il. Oui, j'étais pas. J'ai international. De l'expédition qui a remporté la toute première Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, et que John Kep lui-même, que moi j'ai vu, John Kep que j'ai vu comme un ailier brillant ici au football, a été également un entraîneur brillant et qui a fait ses preuves, notamment à l'Union de Douala. Donc, je crois qu'on a tenté une expérience parce que Volker Finke, malgré tout, était honni par les Camerounais qui n'en voulaient pas. Ils estimaient qu'il n'apportait pas grand-chose malgré le contrat avec Puma et qu'il fallait essayer les Camerounais. Il y a d'autres équipes qui ont essayé les Africains, notamment le Nigeria et d'autres pays qui ont eu des succès. Je rappelle à une époque que c'est Nseke Léonard, à l'époque qui était entraîneur, qui avait amené le Cameroun à une coupe du monde. Le mandat, l'intérim porte sur quelques matchs pour voir ce qu'il en est. Je crois le match contre le Niger, le 13 novembre, pour voir, et le 17. Et à ce moment-là, on va voir de quoi il est capable. Et il semblerait que les premières mesures qu'il ait prises, il n'a d'ailleurs pas contesté la liste qui a été de Volker Finke en faisant ramener quelqu'un comme Kameni, dont tout le monde a vu
le brio du match de son équipe Malaga contre le Real de Madrid, où il a écœuré Ronaldo et les autres, et qu'il est considéré en Espagne comme l'un des meilleurs gardiens. Il fait également revenir d'autres personnes, et on parle du renouveau d'une équipe qui est en train de se réconcilier pour aller vers des succès. Et moi, je me réjouis du fait que, en lisant toute la presse, il y a une quasi-unanimité sur le fait qu'on ait mis fin au mandat du blanc qui devait être le sorcier blanc, et qu'on a mis en place une équipe qui doit être une équipe gagnante. Donc sur ça, je reste donc, je dis par rapport à ce que dit Emmanuel, la FECAFOOT a pris les taureaux par le compte parce qu'il y a une convention avec l'État, que c'est la FECAFOOT qui nomme l'entraîneur. Oui, il y avait, les gens oubliaient cela par le temps, et il y avait toujours un ministre qui venait, et je me réjouis également, je dois le dire, du départ d'Adoum Garoua. Parce que l'ancien préparateur physique du canton sport a été un piètre ministre, et que Bidoum Kwat qui est arrivé est un ministre qui porte peut-être la chance. Il a été là pendant quand on gagnait, et quand il revient, il connaît son métier, il sait de quoi on parle. Donc, nous tous là, derrière là, comme on voit, nous sommes derrière les gens adoptables comme un seul homme, même l'opposition. Attendez la réaction des Libilo. Tout ne marche pas aussi mal au Cameroun. Alors, Maître Fidèle Djoumbissi, on pourrait se poser la question de savoir, c'est pas la première fois qu'on met un national à la tête des Lions indomptables, un Camerounais, et qu'est-ce que Belinga lui pourrait apporter de plus là où les autres ont échoué, par exemple? Oui, je pense que ce n'est pas la première fois, comme vous venez de dire. Peut-être pour donner juste un cas, le cas Akono. Oui, Jean-Paul Akono a été entraîneur des Lions, et même avant, il était entraîneur des Lions olympiques. Et il a même remporté une coupe olympique. Voilà, sauf qu'il est parti à la tête des Lions avec plusieurs victoires. C'est ça. Et ça, la nomination de Belinga comme entraîneur intérimaire des Lions indomptables, c'est une bonne décision qui a été prise par le président de FECAFOOT, et ça c'est une demande sociale. Il répond à une demande sociale parce que beaucoup de Camerounais ont réclamé que confiance soit faite à un national pour diriger notre équipe Fagnon. Maître Emmanuel Pensi a indiqué tout à l'heure le cas du Nigeria dont l'équipe est bien managée par Stephen Keshi. Et nous devons nous faire confiance, nous ne devons pas croire que c'est le sorcier blanc qui va nous venir faire des miracles. Aujourd'hui, il est bien vrai, le football c'est un jeu qui est un peu complexe, mais nous sommes dans un monde planétaire, on a des outils pour accéder à l'information, parce que le football ça demande certaines connaissances, il faut connaître les règles du jeu et tout cela. Donc un national peut facilement accéder à toutes ces connaissances et se doter des moyens suffisants pour manager l'équipe. Et autre chose, c'est les ressources qu'il faudra donner à cet entraîneur national, parce que nous avons encore en mémoire le cas de notre compatriote Jean-Paul Akono, dont le salaire n'a pas été payé. Et on est souvent très pressé de payer le salaire d'un expatrié, et lorsqu'il s'agit d'un national, on ne le paye pas. Mais lorsqu'on le fait, on fragilise cet entraîneur parce qu'on ne lui donne pas l'autonomie financière. Parce que imaginez-vous que les joueurs qui viennent constituer cette équipe, c'est des personnes qui ont une forte personnalité. Regardez leurs revenus. Leurs revenus sont astronomiques et ça leur gonfle le moral. Ils ont la grosse tête, et que normalement, pour qu'un entraîneur puisse s'imposer, il faut qu'on assure son autorité en lui donnant aussi des ressources, en le payant bien pour qu'il puisse bien s'imposer. Et c'est pour ça que nous souhaitons bon vent à M. Belinga, qui a déjà pris la mesure de sa mission et a indiqué qu'il ne lésinera pas sur tous les moyens, mais nous demandons qu'on lui donne les ressources suffisantes. Quelques secondes de cette émission sont réservées à Abel Elibilo pour son mot en ce qui concerne donc cette actualité dans la tanière des Lions indomptables. Ce que je constate, c'est que je ne peux que vous poser une question, Étienne. Quelle est la politique du sport du Cameroun? C'est de faire quoi? Parce qu'en 1960, à la sortie des indépendances, il y avait les Blancs partout dans la coopération ici. Et un gouvernement a décidé de promouvoir les Camerounais, et il y a une politique de camerounisation des cadres. C'est elle qui a permis, 20 ans après, qu'on n'ait plus des professeurs européens dans les lycées, les collèges, à la police, etc., etc., etc. Quelle est la politique du sport?
Quand on nous dira, on pourra faire le jugement. Ce que je constate, c'est que il y a les gens qui trouvent toujours que le régime fait bien les choses. Il a nommé Jean-Paul Akono, on a trouvé que c'était bien. Puis quand on l'enlève, on trouve que c'était bien. Puis maintenant, Belinga est là depuis, on ne sait pas qu'il a une forte personnalité. C'est maintenant qu'on voit ça. Et quand on a vu qu'il a une forte personnalité, il connaît, il a été ici, il a été ça. Mais on l'a laissé pour aller prendre un Allemand sur qui on avait mis tous les espoirs et on dit aujourd'hui que non, c'est même bien comme on l'a enlevé. Mettez maintenant Belinga. Et puis on va dire Belinga même là, il n'est qu'intérimaire. Pourquoi il doit être intérimaire? Quel est le blanc qu'on a pris ici intérimaire? Merci. Quelle est la politique que nous avons? J'aurais souhaité que depuis très longtemps, il y ait une politique de camerounisation de l'encadrement sportif. Je ne comprends pas que nous sachions jouer au football, mais que nous ne sachions pas entraîner. Et que des années et des années durant, depuis Peter Schneider, chaque fois qu'il y a eu un entraîneur camerounais, c'est les Camerounais eux-mêmes qui l'ont lynché et l'ont déposé. D'accord, merci. J'espère qu'on va, je demande que Belinga soit titularisé. Je ne vois pas pourquoi on lui donne l'intérim. Il est intérimaire. Merci Maître Fidèle Djoumbiti. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Merci vous qui nous avez accordé de votre intérêt tout au long de ce programme. Merci et surtout bonne continuation de programme sur Equinox Télévision.